Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui, nous allons analyser un sujet crucial, les secrets culinaires pour des reins en or. Épices amis et ennemis de votre créatinine. Mes chers auditeurs, vous êtes-vous déjà demandé si chacun de vos repas quotidiens ne se transformait pas involontairement en un sacrifice silencieux pour vos reins? De nombreuses personnes âgées doivent renoncer à leur sauce soja habituelle, regarder un bon ragoût de bœuf sans oser en prendre, puis tremper tristement leurs légumes dans un peu de sel insipide. Tout cela parce que le médecin leur a dit de réduire le sel et les assaisonnements, que leurs reins étaient faibles et leur créatinine élevée. Cela peut sembler très strict, mais c'est une hantise familière pour nombre d'entre vous que j'ai rencontrés. Au cours de mes consultations, je me souviens toujours d'un patient, Monsieur Laurent, 65 ans, originaire de la région de la Loire. Il m'a dit un jour: «Avant, j'étais en pleine forme, mais un jour, on m'a annoncé que mes reins étaient faibles et ma créatinine élevée. Le médecin m'a dit de ne pas utiliser de sauce soja, de ne pas ajouter de glutamate monosodique et de faire attention au sel. J'avais l'impression de manger du foin. Pourtant, après seulement 3 mois, Monsieur Laurent, en ne changeant que 3 types d'assaisonnement dans sa cuisine et sans prendre de médicaments particuliers, a retrouvé l'appétit. Il dormait mieux la nuit et, surtout, son taux de créatinine avait nettement diminué lors de son examen suivant. À travers cette histoire, vous pouvez constater que la santé rénale ne commence pas avec des médicaments coûteux, mais prend racine dans la cuillère, la casserole et la bouteille d'assaisonnement que nous utilisons chaque jour. Et je souhaite vous inviter à réfléchir: votre cuisine contient-elle des épices qui soutiennent secrètement vos reins, mais aussi d'autres qui, utilisées régulièrement, affaiblissent vos reins 2 fois plus vite? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partagerai avec vous 4 épices sûres et faciles à trouver qui non seulement rendent vos plats plus savoureux, mais aident également les reins à éliminer naturellement la créatinine. En même temps, je décrirai clairement 4 épices qui semblent inoffensives, mais qui, si utilisées fréquemment, plongent secrètement de nombreuses personnes atteintes d'insuffisance rénale dans un cercle vicieux de fatigue chronique, de nicturie envie fréquente d'uriner la nuit et d'hypertension difficile à contrôler. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous révélerai une épice que presque toutes les maisons possèdent, mais qui est un ennemi caché des reins. Juste une petite cuillère chaque jour de cet assaisonnement peut faire grimper en flèche le taux de créatinine, et très peu de gens s'en rendent compte. Avant d'approfondir les épices à utiliser et celles à éviter, la première chose que je souhaite que vous compreniez est ce qu'est la créatinine et pourquoi, lorsque les reins faiblissent, ce taux augmente progressivement avec le temps. Car les reins ne peuvent pas parler, ils ne peuvent signaler leur état qu'à travers les chiffres biochimiques dans le sang. Et la créatinine est le reflet le plus fidèle du fonctionnement des reins. Même une cuillère de sauce soja, une pincée de sel ou un petit sachet de glutamate monosodique, s'ils sont mal utilisés, peuvent contribuer à faire monter ce chiffre chaque jour. Partie 1. Explication de l'indice de créatinine et l'impact des assaisonnements. Si vous êtes réellement préoccupé par la santé de vos reins, veuillez ralentir un instant et comprendre les fondamentaux avec moi. Avant de discuter des épices à utiliser et de celles à éviter, le plus important est de bien comprendre la créatinine, car c'est un indicateur silencieux mais très significatif de l'état des reins, surtout chez les personnes de plus de 60 ans ou celles qui entrent dans la cinquantaine. Je dis souvent à mes patients que comprendre la créatinine n'est pas pour s'inquiéter, mais pour savoir comment vivre plus en phase avec son corps et être plus attentif à chaque repas quotidien. Mes chers auditeurs, l'augmentation de la créatinine ne se produit pas du jour au lendemain. C'est le résultat de mois, voire d'années, de pression continue sur les reins. Et certaines de ces pressions proviennent de choses très petites comme une pincée de sel, une cuillère de sauce soja ou un sachet de glutamate monosodique que nous utilisons quotidiennement sans y prêter attention. 1. Qu'est-ce que la créatinine? La créatinine est un déchet métabolique produit lors de l'activité musculaire. Que vous marchiez, vous reposiez ou dormiez profondément, un processus métabolique se déroule constamment dans chaque cellule du corps. C'est au cours de ce processus que la créatinine est naturellement produite. Chez une personne en bonne santé, les reins agissent comme un système de filtration sophistiqué, éliminant continuellement la créatinine du sang et la rejetant par l'urine. Lorsque les reins fonctionnent bien, le taux de créatinine dans le sang est toujours maintenu à un niveau stable. Le corps ne ressent presque pas son existence. Mais avec l'âge ou lorsque les reins sont endommagés par l'hypertension artérielle, le diabète, des infections prolongées ou un mode de vie inadapté, la capacité de filtration des reins diminue.
À ce moment-là, la créatinine n'est pas entièrement éliminée, mais retenue dans le sang, ce qui fait augmenter le taux progressivement avec le temps. Lors d'une analyse sanguine, lorsque les médecins constatent une augmentation de la créatinine, ils ne voient pas seulement un chiffre, ils voient le degré de fatigue du rein. Ils voient à quel point le rein doit lutter pour maintenir la vie du corps. 2. Pourquoi les assaisonnements affectent-ils la créatinine et la santé rénale? Mes chers auditeurs, beaucoup de gens pensent que les assaisonnements ne sont que des ajouts pour le goût. En utiliser un peu n'est pas significatif. Mais d'un point de vue médical et clinique, je dois dire clairement que ces petits ajouts sont en fait un fardeau à long terme pour les reins. Les reins ne filtrent pas seulement la créatinine, ils doivent aussi traiter le sodium, le sucre, les exhausteurs de goût, les conservateurs et les additifs chimiques. Et malheureusement, la plupart de ces substances sont très concentrées dans les assaisonnements industriels que nous utilisons quotidiennement. Juste une cuillère de sauce soja industrielle peut contenir environ 800 à 1000 mg de sodium. Ce chiffre représente déjà près de la moitié de l'apport maximal quotidien en sodium recommandé pour une personne ayant des reins fragiles. Un petit sachet de glutamate monosodique, une fois dans le corps, ne crée pas seulement un goût agréable immédiat, mais augmente également la pression de filtration sanguine, obligeant les reins à travailler davantage pour maintenir l'équilibre électrolytique. Lorsque cette situation se répète chaque jour, les reins n'ont plus assez de temps pour récupérer, et la créatinine augmentera silencieusement, sans douleur, sans fièvre, mais de manière très dangereuse. 3. À quoi les personnes ayant des reins fragiles doivent-elles faire attention lors de l'utilisation d'assaisonnement? Si vous avez déjà fait des analyses et constaté une créatinine élevée, ou si vous présentez des signes tels qu'une fatigue prolongée, des mictions nocturnes fréquentes, un léger œdème des mains et des pieds, la première chose que je vous conseille toujours n'est pas de chercher des compléments, mais de réexaminer votre cuisine. Réduire le sel ne signifie pas manger de façon austère et insipide, mais réduire les assaisonnements industriels, limiter au maximum les produits riches en sodium et en conservateurs, et privilégier les épices fraîches. Les épices naturelles ont des propriétés anti-inflammatoires légères, soutiennent la circulation sanguine et ne provoquent pas de rétention d'eau. En pratique clinique, j'ai rencontré de nombreux cas où, simplement en ajustant la façon d'assaisonner, en réduisant progressivement la sauce soja industrielle, le glutamate monosodique et les bouillons industriels, après quelques mois, le taux de créatinine a eu tendance à se stabiliser, le corps était plus léger et le sommeil plus profond. Cela montre que comprendre la créatinine n'est pas une raison de paniquer, mais de réaliser qu'un très petit changement dans les habitudes de cuisine peut faire une grande différence pour la santé rénale. Alors, quelles sont les 4 épices qui peuvent être utilisées en toute sécurité sans augmenter la créatinine? Et quelles sont les 3 épices qui semblent inoffensives mais poussent secrètement les reins au bord du danger? J'analyserai chaque type en détail, chaque méthode d'utilisation dans la section suivante, afin que vous puissiez l'appliquer immédiatement dans les repas quotidiens de votre famille. Partie 2. 4 épices sûres et bénéfiques pour les personnes ayant des reins fragiles. Type 1. Le gingembre frais, anti-inflammatoire. Soutient la circulation rénale, ne provoque pas de rétention d'eau. Mes chers auditeurs, si l'on regarde la cuisine française à travers les générations, le gingembre frais a toujours été un ami familier. Du plat de poisson au curry un jour de pluie, au bol de soupe de légumes du matin, en passant par la tisane chaude par temps froid, le gingembre apparaît de manière très naturelle et simple. Mais du point de vue de la médecine moderne, combinée à l'expérience de la prise en charge des personnes d'âge moyen et âgé, je souhaite que vous compreniez que le gingembre n'est pas seulement un assaisonnement, mais aussi un remède doux, particulièrement adapté aux personnes ayant des reins fragiles et une créatinine élevée, si l'on sait l'utiliser correctement. Selon des études médicales publiées, le gingembre contient des gingérols, des composés actifs aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. C'est particulièrement important pour les personnes dont la fonction rénale est altérée. Au stade précoce de l'insuffisance rénale, de nombreuses personnes ne présentent aucun symptôme évident, ni douleur, ni fièvre, mais à l'intérieur des reins, il existe une inflammation latente des glomérules et des tubules rénaux. Une inflammation prolongée endommage progressivement la structure de filtration du rein. La créatinine s'accumule donc de plus en plus dans le sang. Dans ce cas, l'apport de substances légèrement anti-inflammatoires, naturelles et sûres comme le gingembre, aide à réduire l'irritation des reins et à ralentir la progression de la détérioration de la fonction rénale. De plus, le gingembre contribue à améliorer la circulation sanguine. Chez les personnes âgées,
Une mauvaise circulation sanguine entraîne une irrigation insuffisante des cellules rénales, ce qui réduit l'efficacité de la filtration et de l'élimination. Le gingembre, avec sa nature chaude, aide à dilater légèrement les vaisseaux sanguins, améliorant ainsi l'apport sanguin aux reins, ce qui favorise un métabolisme plus fluide. C'est une différence majeure entre le gingembre et les assaisonnements industriels riches en sodium, qui sont des plats savoureux, mais obligent les reins à travailler plus fort chaque jour. Mes chers auditeurs, les personnes atteintes d'insuffisance rénale souffrent souvent de rétention d'eau et d'un léger œdème, se manifestant par un gonflement des chevilles, des mains ou une sensation de lourdeur en fin de journée. De nombreux assaisonnements salés comme le sel raffiné, la sauce soja industrielle, les bouillons industriels aggravent facilement cette condition. Mais le gingembre ne provoque pas de rétention d'eau. Au contraire, le gingembre aide à réchauffer la rate et l'estomac, favorisant l'élimination naturelle de l'excès d'eau du corps, ce qui aide les personnes atteintes d'insuffisance rénale à se sentir plus à l'aise. En médecine traditionnelle, le gingembre est souvent utilisé pour les personnes ayant le ventre gonflé, un faible appétit, peu d'urine et des œdèmes. Des symptômes très familiers chez les personnes ayant une fonction rénale altérée. D'après mon expérience clinique et mon accompagnement de nombreux patients âgés, j'ai constaté que lorsque les patients utilisent le gingembre régulièrement, mais avec modération, leur corps est généralement plus léger, la digestion est plus facile et les sensations d'œdème diminuent progressivement. L'important est de ne pas se précipiter, de ne pas abuser, mais de s'efforcer d'ajuster chaque petit détail dans les repas quotidiens. Quant à l'utilisation du gingembre pour la santé rénale, il faut privilégier le gingembre frais, coupé en fines lamelles, ajouté au ragoût, aux plats à la vapeur ou aux soupes chaudes. Le matin, on peut mettre quelques tranches de gingembre dans de l'eau chaude et la boire lentement pour réchauffer le système digestif et favoriser une légère diurèse. Pour ceux qui ont souvent le ventre froid ou un faible appétit, ajouter un peu de gingembre à la soupe du matin aidera le corps à mieux absorber. La dose appropriée ne dépasse pas 10 grammes de gingembre par jour. Il ne faut pas non plus boire d'eau de gingembre le soir, car cela peut perturber le sommeil. Si vous prenez des anticoagulants, parlez-en à votre médecin avant d'utiliser le gingembre régulièrement pour assurer votre sécurité. Type 2. L'échalote, riche en quercétine, soutient l'antioxydation et réduit l'inflammation glomérulaire. Mes chers auditeurs, l'échalote est un assaisonnement familier dans la cuisine française, des plats sautés au ragoût en passant par les salades. Bien que simple et peu coûteuse, l'échalote recèle une grande valeur pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, que tout le monde ne connaît pas. L'échalote contient de la quercétine, un puissant antioxydant qui a fait l'objet de nombreuses recherches en médecine moderne. La quercétine a la capacité de réduire l'inflammation légère au niveau des glomérules rénaux, protégeant ainsi les cellules rénales de l'attaque des radicaux libres. Mes chers auditeurs, lorsque les reins sont enflammés, en particulier dans les maladies glomérulonéphrite chroniques, le corps produit de nombreux oxydants nocifs. Ces substances endommagent silencieusement les tissus rénaux, favorisant la fibrose, ce qui entraîne une augmentation progressive de la créatinine au fil des ans. La quercétine contenue dans l'échalote aide à ralentir ce processus, à protéger les cellules rénales saines restantes, et ainsi à ralentir la diminution de la fonction rénale. Un autre avantage important de l'échalote est son soutien à la légère vasodilatation et à la stabilisation de la pression artérielle. Les personnes atteintes d'insuffisance rénale doivent presque toujours contrôler très bien leur tension artérielle, car l'hypertension est l'ennemi silencieux des reins. Lorsque la pression artérielle augmente, la pression sur les glomérules augmente également, ce qui dégrade plus rapidement le système de filtration des reins. L'ajout correct d'échalote aide à assouplir les parois des vaisseaux sanguins, à réduire la pression de filtration et ainsi à protéger indirectement les reins. Quant à l'utilisation de l'échalote adaptée aux personnes atteintes d'insuffisance rénale, il faut privilégier l'échalote fraîche, non frite car une trop grande quantité d'huile serait contre-productive. On peut émincer finement l'échalote et l'incorporer aux salades, aux plats mijotés ou aux plats cuits à la vapeur pour les rendre à la fois savoureux et légers pour l'estomac. Une autre méthode traditionnelle consiste à rôtir légèrement un bulbe d'échalote entier avec sa peau, puis à le piler et le mélanger avec de l'eau tiède. Boire cette préparation 2 à 3 fois par semaine aide à purifier doucement le sang. Pour les personnes ayant un estomac fragile ou des douleurs d'estomac, il est préférable d'utiliser l'échalote cuite plutôt que crue pour éviter les irritations. Il ne faut pas non plus en manger trop en un seul repas pour que le corps s'adapte plus facilement. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous.
C'est un moyen simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans votre quête d'une vie saine et de qualité chaque jour. Type 3. Le curcuma frais contient de la curcumine, réduit la fibrose rénale et soutient la filtration sanguine. Mes chers auditeurs, si le gingembre est un remède réchauffant et l'échalote un assaisonnement protecteur des vaisseaux sanguins, alors le curcuma frais est l'une des herbes médicinales les plus précieuses que la nature offre aux personnes ayant des problèmes rénaux. Depuis l'Antiquité, nos ancêtres utilisaient le curcuma pour soigner les plaies, réduire l'inflammation, protéger l'estomac et purifier le corps. Mais du point de vue de la médecine moderne, le curcuma joue également un rôle très profond dans le ralentissement de la progression de l'insuffisance rénale chronique que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment. Le composant le plus important du curcuma est la curcumine, l'ingrédient actif qui lui donne sa couleur jaune caractéristique est la raison pour laquelle le curcuma est si étudié en médecine moderne. La curcumine a des effets anti-inflammatoires et antioxydants puissants prouvés, particulièrement utiles dans les maladies chroniques. Mes chers auditeurs, lorsque les reins sont endommagés sur une longue période par une glomérulonéphrite, le diabète, l'hypertension artérielle ou le vieillissement naturel, les cellules rénales saines sont progressivement remplacées par du tissu fibreux, également appelé fibrose rénale. Une fois fibrosé, ce tissu n'a plus la capacité de filtrer le sang et c'est la cause profonde de l'augmentation progressive de la créatinine au fil du temps. La curcumine contenue dans le curcuma a la capacité d'inhiber la formation de tissus fibreux, de ralentir la progression de la fibrose rénale et de réduire l'inflammation latente et prolongée dans les unités de filtration des reins. Cela ne signifie pas que le curcuma guérit l'insuffisance rénale, mais il aide à protéger la partie saine du rein, prolongeant la durée de vie de chaque glomérule et ainsi contribuant à maintenir une fonction de filtration sanguine plus stable chez les personnes d'âge moyen et âgé. En pratique clinique, je constate que les personnes qui savent intégrer correctement le curcuma dans leur alimentation ont souvent une progression plus lente de la maladie, se sentent moins fatigués et voient une réduction significative de l'inflammation systémique. Non seulement il agit directement sur les reins, mais le curcuma soutient également le foie et le système circulatoire, aidant le processus de détoxification du corps à se dérouler plus harmonieusement. Lorsque le foie fonctionne bien, la quantité de toxines dans le sang diminue, et la charge de filtration sanguine des reins est également allégée. C'est un lien très important que les personnes âgées doivent comprendre, car les reins ne travaillent pas seuls mais collaborent toujours étroitement avec le foie, le cœur et les vaisseaux sanguins. Lorsque le curcuma aide le sang à mieux circuler et réduit l'inflammation systémique, les reins peuvent également se reposer davantage. Certaines études nationales, y compris des travaux de l'Université de pharmacie de Paris, montrent que le curcuma frais, lorsqu'il est utilisé régulièrement, à la bonne dose et combiné à un régime alimentaire pauvre en sel et en mauvaises protéines, peut aider à améliorer le débit de filtration glomérulaire, DFG, chez certains groupes de patients atteints de néphropathie chronique à un stade précoce. Cela a une signification énorme car cela montre que le curcuma n'est pas seulement un assaisonnement ou un remède populaire, mais qu'il a également une base scientifique claire pour ralentir la diminution naturelle de la fonction de filtration sanguine. Quant à la manière d'utiliser le curcuma en toute sécurité et sans nuire à l'estomac, il faut noter une chose très importante. Le curcuma est bon, mais ne doit pas être utilisé de manière aléatoire. Beaucoup de gens, entendant que le curcuma est bon, en boivent tous les jours à forte dose. Cela ne convient pas aux personnes âgées. Le moyen le plus doux et le plus sûr de l'utiliser est d'utiliser du curcuma frais, écrasé finement, et de l'ajouter au ragoût comme le poisson, la viande maigre ou le tofu. Cela rend le plat plus savoureux et la curcumine est mieux absorbée lorsqu'elle est accompagnée de matières grasses naturelles. On peut aussi utiliser environ 2 cuillères à café de curcuma frais écrasé avec de l'eau tiède. Boire cette préparation environ 30 minutes après le petit déjeuner, 2 à 3 fois par semaine. Si vous n'êtes pas diabétique, vous pouvez ajouter un peu de miel pur pour réduire l'amertume et favoriser une meilleure absorption. Un point à noter en particulier est de ne pas utiliser le curcuma tous les jours en continu pendant une longue période. Le curcuma doit être considéré comme une thérapie de soutien cyclique, aidant le corps à s'ajuster progressivement. De plus, ne pas utiliser de curcuma en cas de saignement, de troubles de la coagulation ou avant une intervention chirurgicale, car la curcumine a un léger effet fluidifiant sanguin. Les personnes qui prennent des anticoagulants ou des médicaments spécifiques doivent consulter leur médecin avant d'utiliser le curcuma régulièrement.
Mes chers auditeurs, le curcuma frais est bon marché, facile à trouver, mais sa valeur est très profonde. S'il est utilisé correctement, à la bonne dose et au bon moment, le curcuma peut devenir un compagnon durable, aidant à mieux protéger les reins, à ralentir la fibrose et à soutenir le maintien de la qualité de vie des personnes d'âge moyen et âgées de manière naturelle, sûre et à long terme. Type 4, l'ail, anti-inflammatoire naturel, soutient la protection des vaisseaux sanguins rénaux et réduit la charge de filtration sanguine. Mes chers auditeurs, s'il s'agit d'épices à la fois familières et de grande valeur médicale, l'ail est certainement un nom incontournable dans la cuisine française. Du repas quotidien au remède traditionnel, l'ail est toujours présent de manière silencieuse mais persistante. Du point de vue de la médecine moderne et de la prise en charge de la santé des personnes âgées, je tiens à souligner que l'ail n'est pas seulement bon pour le cœur, mais qu'il apporte également de nombreux avantages pratiques aux personnes atteintes d'insuffisance rénale, à condition de savoir l'utiliser correctement et à la bonne dose. Le composant le plus important de l'ail est la lysine, un composé biologique produit lorsque l'ail est écrasé ou haché. La lysine a de puissantes propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et antioxydantes, aidant à protéger les cellules contre l'attaque des radicaux libres. Mes chers auditeurs, chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale, en particulier les personnes âgées, une inflammation chronique de faible intensité se produit souvent silencieusement dans le corps sans symptômes bruyants. C'est ce processus inflammatoire latente qui endommage progressivement les glomérules, entraînant une diminution de la capacité de filtration sanguine au fil des ans. L'ail, avec ses propriétés anti-inflammatoires naturelles, peut contribuer à apaiser la réaction inflammatoire, soutenant ainsi la protection des structures rénales saines restantes. Un autre point très important est que l'ail aide à améliorer la santé des vaisseaux sanguins. Le rein est un organe doté d'un système capillaire dense. Chaque rein contient des millions de petits glomérules qui fonctionnent comme des filtres sophistiqués. Lorsque les vaisseaux sanguins sont durcis, rétrécis ou endommagés par l'âge, l'hypertension artérielle ou un taux de cholestérol élevé, le flux sanguin vers les reins diminue, entraînant une diminution de la fonction de filtration sanguine. De nombreuses études montrent que l'ail a la capacité de provoquer une légère vasodilatation, de réduire la rigidité des parois vasculaires et de contribuer à stabiliser la pression artérielle, réduisant ainsi la pression sur les glomérules. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, cela est particulièrement significatif car une pression artérielle stable est la base d'une protection rénale à long terme. De plus, l'ail est également connu pour sa capacité à aider à contrôler légèrement les taux de cholestérol et de sucre dans le sang. Deux facteurs qui accompagnent souvent l'insuffisance rénale chronique chez les personnes d'âge moyen et âgé. Lorsque les taux de cholestérol sont élevés et que le sucre dans le sang fluctue beaucoup, les reins doivent travailler plus fort pour filtrer les produits métaboliques en excès. L'intégration raisonnable de l'ail dans les repas aide à réduire la charge métabolique, soutenant ainsi indirectement la fonction rénale de manière durable et naturelle. Quant à l'utilisation de l'ail en toute sécurité pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, il faut se souvenir d'une règle importante. Peu mais régulièrement et correctement. L'ail est mieux utilisé frais, écrasé ou haché finement, et laissé reposer quelques minutes avant la cuisson afin d'activer la lysine. On peut ajouter l'ail au sauté léger, au plat à la vapeur ou le mélanger à des légumes cuits. Pour les personnes ayant une digestion difficile, il est préférable d'utiliser l'ail cuit plutôt que cru pour éviter les irritations de l'estomac. Il est recommandé de n'utiliser qu'1 à 2 petites gousses d'ail par jour. Il ne faut pas en consommer trop car cela peut provoquer des brûlures d'estomac, des ballonnements ou une hypotension excessive chez les personnes sensibles. Certaines personnes se transmettent l'idée de boire de l'eau d'ail crue pour se détoxifier. Mais pour les personnes âgées et celles atteintes d'insuffisance rénale, je ne recommande pas cette méthode. Le corps des personnes âgées a besoin de douceur et de stabilité, pas de mesures fortes ou extrêmes. Si vous prenez des anticoagulants, des médicaments hypotenseurs ou si vous vous préparez à une intervention médicale, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser l'ail régulièrement à des fins thérapeutiques. Mes chers auditeurs, l'ail n'est pas une panacée, mais lorsqu'il est utilisé à bon escient en tant qu'assaisonnement et remède de soutien, l'ail peut aider à protéger les vaisseaux sanguins rénaux, à réduire l'inflammation latente et à alléger une partie du fardeau de filtration sanguine pour un corps vieillissant. Parfois, ce sont les choses les plus simples de la cuisine qui constituent la base d'une santé durable si nous savons les apprécier et les utiliser avec sagesse. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous.
C'est un moyen simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans votre quête d'une vie saine et de qualité chaque jour. Partie 3. 4 épices qui, plus vous en mangez, plus vos reins s'affaiblissent et plus votre créatinine augmente. Type 1. Le sel de table, l'ennemi silencieux des reins fragiles. Mes chers auditeurs, dans la pratique de la prise en charge de la santé des personnes âgées, je constate que le sel est l'assaisonnement qui cause le plus de dommages aux reins, mais qui est le plus sous-estimé. Beaucoup d'entre vous pensent simplement que manger salé augmente la pression artérielle. Mais la vérité plus profonde est que manger salé érode la fonction rénale chaque jour, surtout pour ceux qui ont déjà des signes d'augmentation de la créatinine. Le sel, ou plus précisément le chlorure de sodium, une fois dans le corps, ne disparaît pas tout seul, mais doit être traité et éliminé par les reins. Lorsque les reins sont sains, ce processus se déroule assez facilement. Mais lorsque les reins sont faibles, chaque gramme de sel en excès devient un fardeau. Premièrement, le sodium provoque une rétention d'eau, entraînant une accumulation d'eau dans les tissus interstitiels. Les personnes atteintes d'insuffisance rénale voient souvent leur visage gonflé le matin, leurs pieds gonflés le soir, leur ventre lourd et ne peuvent pas respirer profondément. Ce n'est pas dû à une consommation excessive d'eau, mais au fait que les reins ne parviennent pas à éliminer l'excès de sodium, ce qui entraîne une rétention d'eau dans le corps. Deuxièmement, le sodium resserre les vaisseaux sanguins, augmentant la pression artérielle et le flux sanguin qui exerce une pression plus forte sur les glomérules. Les glomérules sont des filtres très petits et fragiles, et lorsqu'ils sont soumis à une pression élevée prolongée, ils sont rapidement endommagés. Troisièmement, manger salé augmente la pression de filtration glomérulaire. Cela oblige les reins à travailler au-delà de leur capacité, ce qui, à long terme, augmente progressivement le taux de créatinine sans que vous ne vous en rendiez compte. En termes simples, chaque repas salé, c'est comme forcer un rein affaibli à courir une longue distance supplémentaire. Alors, quelle quantité de sel une personne atteinte d'insuffisance rénale devrait-elle manger? Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, une personne en bonne santé ne devrait pas consommer plus de 5 grammes de sel par jour, soit l'équivalent d'une petite cuillère à café. Mais pour les personnes ayant des reins fragiles, surtout si la créatinine est déjà élevée, la quantité de sel devrait être réduite à environ 2/3 de cette quantité, soit moins d'une demi-cuillère à café par jour. L'important est que le sel ne se trouve pas seulement dans la salière, mais aussi en grande quantité dans les sauces, les bouillons, les cubes d'assaisonnement, le poisson salé, les cornichons, les conserves, la viande transformée. Beaucoup d'entre vous pensent manger peu salé, mais en réalité, vous ingérez du sel indirectement par le biais d'assaisonnement et d'aliments courants. Le corps émet souvent des signaux d'alarme lorsque l'on mange trop salé, comme une soif constante, la bouche sèche, un gonflement du visage le matin, un gonflement des jambes l'après-midi, une tension artérielle fluctuante, une miction peu fréquente, une urine foncée, de la fatigue, des douleurs thoraciques et des troubles du sommeil. Lorsque ces signes apparaissent, ce n'est pas une bagatelle, mais un avertissement silencieux des reins. Mes chers auditeurs, réduire le sel ne signifie pas manger fade, mais plutôt augmenter les saveurs naturelles du gingembre, de l'échalote, de l'ail, du curcuma, pour donner aux reins l'occasion de se reposer et de récupérer. Type 2. Le glutamate monosodique, GMS, provoque des troubles métaboliques, fatiguant davantage les reins. Mes chers auditeurs, le glutamate monosodique, ou GMS, est un assaisonnement familier dans de nombreuses cuisines car il rend les plats plus savoureux et plus faciles à manger. Cependant, du point de vue médical pour les personnes d'âge moyen et âgé, en particulier celles atteintes d'insuffisance rénale et ayant une créatinine élevée, le GMS est un assaisonnement qui doit être examiné attentivement. Le principal composant du GMS est le glutamate monosodique, une forme de sel de l'acide glutamique. Une fois dans le corps, cette substance participe au processus métabolique et crée des sous-produits qui doivent être traités par le foie et les reins. Pour les personnes ayant des reins sains, cette élimination n'est pas trop difficile. Mais pour les personnes ayant des reins fragiles, dont la capacité de filtration sanguine est déjà réduite, les produits métaboliques du GMS ont tendance à s'accumuler dans le sang, augmentant l'urée et la créatinine, et exerçant une forte pression sur les tubules rénaux, qui sont très sensibles aux toxines. De plus, un excès de glutamate peut provoquer des troubles du métabolisme neurologique, rendant les personnes âgées fatiguées, lourdes, ayant des difficultés à dormir et à se concentrer. Le foie et les reins sont étroitement liés. Lorsque le foie doit traiter de nombreux métabolites indésirables, les reins sont également affectés.
Une étude de l'Université de Montpellier, sur un modèle animal, a montré que l'utilisation prolongée de fortes doses de GMS peut entraîner des lésions des tissus rénaux, une fibrose tubulaire rénale et une augmentation des enzymes. Bien que les études sur l'homme se poursuivent, de nombreux néphrologues s'accordent à dire que les personnes âgées, celles atteintes de maladies rénales, d'hypertension artérielle ou de diabète, devraient limiter au maximum le GMS dans leur repas quotidien. Cela n'est pas dû au fait que le GMS est immédiatement nocif, mais parce que son impact silencieux et cumulatif au fil du temps est la chose la plus préoccupante. Alors, que peut-on utiliser pour remplacer le GMS tout en conservant des plats savoureux? Vous pouvez tout à fait créer une saveur douce naturelle à partir d'échalotes, d'oignons verts, de gingembre, de curcuma, de légumes doux comme les carottes, le maïs, la citrouille, les champignons shiitake, des bouillons de légumes ou des bouillons d'os mijotés longtemps. Un peu de mélasse ou une petite quantité de pâte de crevettes fermentée peut également créer une saveur douce naturelle sans surcharger les reins. De plus, manger lentement et bien mâché aide les papilles gustatives à percevoir clairement la douceur inhérente des aliments sans dépendre des assaisonnements industriels. Mes chers auditeurs, le GMS n'est pas un poison, mais pour les personnes dont les reins sont déjà faibles, chaque cuillère de GMS oblige les reins à travailler davantage. Et lorsque cette fatigue s'accumule au fil des ans, la créatinine augmentera sans que l'on s'en aperçoive. Type 3. Le poivre noir. Stimulation excessive, nocive pour les glomérules et l'estomac. Mes chers auditeurs, le poivre noir est depuis longtemps un assaisonnement familier dans la cuisine française. Il suffit de saupoudrer quelques grains de poivre dans un bol de soupe, un potage ou un plat de viande pour que l'arôme se répande, créant une sensation de chaleur et de facilité à manger. Cependant, du point de vue de la santé des personnes d'âge moyen et âgé, en particulier celles qui ont des reins fragiles et une créatinine élevée, le poivre noir est un assaisonnement qui doit être considéré avec prudence, non pas parce qu'il est toxique, mais en raison de sa stimulation trop forte pour un corps déjà affaibli. Le poivre noir contient un composé actif appelé pipérine. C'est la pipérine qui donne le goût piquant, âcre et la capacité d'exaucer la saveur des plats. Biologiquement, la pipérine stimule l'estomac à sécréter plus d'acide, augmente le rythme cardiaque, favorise la circulation sanguine et accélère le métabolisme. Chez une personne jeune et en bonne santé, ces effets peuvent parfois améliorer l'appétit. Mais chez une personne âgée, en particulier celle souffrant de troubles métaboliques dus à une insuffisance rénale, cette stimulation devient un fardeau. Le poivre noir peut augmenter temporairement la pression artérielle et la pression circulatoire, provoquant un afflux sanguin plus important vers les glomérules rénaux. Il faut se rappeler que les glomérules sont comme des filtres très délicats. Lorsque la pression de filtration augmente et se répète chaque jour, les glomérules s'endommagent rapidement, entraînant une diminution de la capacité de filtration sanguine, une augmentation de la créatinine, un œdème et une nicturie, miction nocturne fréquente, plus importante. C'est ce que j'observe souvent chez les personnes âgées qui ont l'habitude de manger épicé pour se réchauffer le ventre, mais qui se sentent ensuite plus fatiguées et dorment moins bien. Non seulement il affecte les reins, mais le poivre noir stimule fortement l'estomac, augmentant la sécrétion d'acide. Il peut facilement provoquer une gastrite, un reflux gastro, œsophagien, des brûlures d'estomac. Les personnes âgées ont déjà une muqueuse gastrique fine et un faible appétit. Si elles utilisent du poivre régulièrement, elles souffriront facilement de ballonnements, d'indigestion et d'une perte d'appétit. Selon certains documents de l'Institut national de la nutrition, l'utilisation fréquente et prolongée d'assaisonnements épicés, comme le poivre et le piment, peut contribuer à des troubles de la fonction hépatique et rénale chez les personnes âgées, les personnes fragiles ou celles ayant des maladies chroniques. Quand le poivre noir devient-il dangereux? Lorsque vous l'utilisez tous les jours en continu, en grande quantité, plus d'une cuillère à café par jour, ou lorsque vous l'utilisez dans un contexte de gastrite, d'hypertension artérielle ou de créatinine élevée. Dans ce cas, le poivre n'est plus un assaisonnement réchauffant, mais devient un stimulant excessif, provoquant une réaction du corps par la fatigue, la bouche sèche, une miction peu fréquente, des ballonnements et de l'agitation. Pour une personne en bonne santé, moins d'1 à 2 cuillères à café par jour peuvent être acceptables. Mais pour une personne ayant des reins fragiles, il est préférable de ne l'utiliser qu'1 à 2 fois par semaine en très petite quantité et de le remplacer par des herbes aromatiques douces comme le persil, le thym,
ou le gingembre frais pour créer une légère saveur piquante, facile à digérer et plus douce pour les reins. Type 4, les bouillons cubes industriels, fausse douceur qui alourdit les reins chaque jour. Mes chers auditeurs, si le sel et le GMS ont été fréquemment mentionnés, les bouillons cubes industriels sont les assaisonnements les plus silencieux mais tout aussi dangereux pour les personnes âgées. De nombreuses familles croient que les bouillons cubes sont pratiques et plus sains car l'emballage indique souvent des extraits d'os et de légumes. Mais en examinant attentivement la composition, vous constaterez qu'il s'agit d'un ensemble complexe d'exhausteurs de goût et de minéraux défavorables aux reins. Les bouillons cubes industriels contiennent souvent du glutamate monosodique, des exhausteurs de goût comme les 627, les 631, une très forte teneur en sodium, ainsi que du phosphate inorganique et parfois des conservateurs. Une seule cuillère à soupe de bouillon cube peut contenir près d'1 gramme de sodium, soit environ les 2 tiers de l'apport maximal quotidien en sodium recommandé pour les personnes atteintes de maladies rénales. Et ce n'est qu'un assaisonnement. Sans compter le sel, la sauce soja, la sauce de poisson dans les autres plats. L'excès de sodium provoque une rétention d'eau, un œdème des jambes et du visage, une augmentation de la pression artérielle et oblige le cœur à travailler plus fort. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est le phosphate inorganique contenu dans les bouillons cubes. Ce type de phosphate peut être absorbé dans le sang à environ 90%, soit beaucoup plus que le phosphate naturel présent dans les aliments. Lorsque les reins ne peuvent pas le filtrer à temps, le phosphate attire le calcium des os, provoquant une ostéoporose, des douleurs articulaires et, à long terme, peut se déposer dans les parois des vaisseaux sanguins, augmentant le risque d'accident vasculaire cérébral et de maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi certaines personnes ne mangent pas excessivement salé, ne fumant pas, mais souffrent quand même d'insuffisance rénale et cardiaque de manière inexplicable. Beaucoup d'entre vous disent qu'il suffit d'en mettre un tout petit peu pour faciliter la consommation, mais en gériatrie, c'est précisément ce tout petit peu chaque jour qui est le plus dangereux, car cela ressemble à une petite dose de poison qui oblige les reins à travailler sans relâche, sans avoir le temps de récupérer. Les arômes et les huiles industrielles contenues dans les bouillons cubes provoquent également une inflammation chronique du système digestif, entraînant des ballonnements, un manque d'appétit et un sommeil perturbé. Des symptômes très faciles à confondre avec ceux de la vieillesse. La solution n'est pas difficile. Vous pouvez tout à fait préparer votre propre bouillon maison à partir d'oignons rôtis, de navets, de carottes, de quelques champignons, d'un peu de gingembre ou d'os propres mijotés longtemps. Ce bouillon a une saveur douce, naturelle, un arôme délicat, est riche en minéraux, facile à absorber et ne surcharge pas les reins. Pour plus de commodité, vous pouvez en préparer une grande quantité, la laisser refroidir et la conserver dans des bocaux en verre ou la congeler en petites portions pour une utilisation ultérieure. En changeant simplement cette habitude, de nombreuses personnes âgées ont ressenti un ventre plus léger, un sommeil plus profond et une diminution de la nicturie. Car à ce moment-là, les reins peuvent enfin se reposer. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez commenter le numéro 6 ci-dessous. C'est un moyen simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans votre quête d'une vie saine et de qualité chaque jour. Partie 4. Comment utiliser correctement les épices pour réduire la créatinine et protéger les reins. Mes chers auditeurs, après avoir examiné ensemble la vérité sur les épices qui endommagent silencieusement les reins, comme le sel raffiné utilisé en excès, les bouillons cubes et les bouillons en poudre riche en sodium, les piments en poudre mélangés, le curcuma de mauvaise qualité ou le poivre moulu d'origine inconnue, une question très pratique se pose. Comment les personnes âgées devraient-elles utiliser les épices pour que la nourriture reste savoureuse sans surcharger les reins? Et pour que la créatinine n'augmente pas silencieusement au fil des ans? La réponse ne réside pas dans une abstention extrême ou une alimentation insipide, mais dans la bonne utilisation et la bonne compréhension. En étudiant les modes de vie des pays ayant une longue espérance de vie et un faible taux d'insuffisance rénale, comme la France ou les pays d'Europe du Nord, je constate qu'ils ne mangent pas de façon extrêmement fade, mais qu'ils mangent avec suffisamment de saveurs, les bonnes saveurs et des saveurs saines. L'important est que nous appliquions cet esprit d'une manière adaptée aux aliments, aux habitudes et au budget des personnes françaises, en particulier des personnes d'âge moyen et âgé. Voici 4 principes fondamentaux que je conseille souvent aux personnes atteintes d'insuffisance rénale d'appliquer dans leur cuisine quotidienne. Premier principe, privilégier les épices d'origine transparente. Dire non aux produits sans étiquette ou de provenance douteuse. Mes chers auditeurs, dans de nombreux marchés traditionnels,
Il n'est pas difficile de trouver de la poudre de curcuma, de gingembre, du poivre moulu vendu dans de simples sacs en plastique, sans date de production, sans date de péremption. Les prix sont étonnamment bas, mais ces produits cachent un très grand danger. De nombreux échantillons de laboratoire ont montré qu'ils pouvaient être falsifiés avec du plomb, de la poudre de roche ou colorés avec des substances comme la rhodamine B, E100, 2, déjà interdites dans les aliments en raison des risques de toxicité hépatique, de dommages rénaux et de cancer en cas d'accumulation à long terme. Pour une personne atteinte d'insuffisance rénale, chaque jour, les reins doivent filtrer ces toxines, ce qui équivaut à forcer un rein déjà fatigué à porter une lourde charge supplémentaire. C'est pourquoi, si possible, vous devriez choisir des épices de marque réputée, avec des étiquettes claires, des dates de péremption complètes, des certifications de sécurité alimentaire ou des produits conformes aux normes biologiques françaises. Ce n'est pas un luxe, mais une façon de protéger les reins dès le stade de l'achat. Deuxième principe, utilisez les épices à la bonne dose en les considérant comme un accompagnement et non comme le pilier du plat. Beaucoup d'entre vous, personnes âgées, ont l'habitude d'assaisonner fortement pour faciliter la consommation et faire passer le riz. Mais c'est précisément cette habitude qui entraîne une augmentation progressive du sodium, du phosphate et des exhausteurs de goût dans le sang sans que l'on s'en rende compte. Avec des reins faibles, chaque fois que l'on assaisonne trop, les reins doivent travailler trop fort, ce qui entraîne une rétention d'eau, un œdème, une augmentation de la pression artérielle et une légère augmentation de la créatinine. Les épices ne devraient jouer qu'un rôle d'aromatisation, d'éveil des papilles gustatives, sans masquer la saveur naturelle des aliments. Le curcuma ne devrait être utilisé qu'à raison d'une demi-cuillère à café par jour environ. Quelques fines tranches de gingembre suffisent à réchauffer la rate et à soutenir la digestion. Les épices, après tout, sont comme des médicaments. À la bonne dose, elles guérissent. À trop forte dose, elles sont contre-productives. Et les reins sont les premiers à en subir les conséquences. Troisième principe, privilégier les épices fraîches et entières pour préserver leurs propriétés médicinales et réduire la charge de filtration des toxines. En France, le gingembre, le curcuma, l'échalote, l'ail, le galanga frais sont très faciles à trouver. Le prix est abordable et ils conviennent à la constitution des personnes européennes. Au lieu d'acheter des poudres prêtes à l'emploi, vous pouvez acheter des bulbes frais, les laver, les écraser ou les moudre finement, puis les portionner et les congeler pour une utilisation ultérieure. Selon les documents de l'Institut français de la nutrition, les épices fraîches peuvent conserver environ 85% de leurs huiles essentielles et de leurs composés anti-inflammatoires, tandis que de nombreuses poudres d'épices industrielles n'en conservent qu'environ 40 à 50%, sans compter le risque d'ajout de conservateurs. Les épices fraîches ne sont pas seulement plus aromatiques et savoureuses, mais aussi beaucoup plus douces pour le foie et les reins si elles sont utilisées à long terme. Quatrième principe, ne pas utiliser d'épices à forte dose sous forme de comprimés, d'extraits ou de compléments alimentaires sans avis médical. Mes chers auditeurs, c'est un point que je tiens particulièrement à souligner pour les personnes de plus de 60 ans. Qu'il s'agisse de curcuma, de gingembre ou d'ail. Lorsqu'ils sont concentrés en comprimés ou en extraits à forte dose, ils peuvent interagir avec les médicaments contre l'hypertension, le diabète, les anticoagulants ou créer une charge métabolique pour le foie et les reins. À cet âge, la capacité d'élimination est déjà réduite, donc tout ce qui est plus puissant que la nature doit être utilisé avec prudence. Consulter un médecin avant d'utiliser des doses élevées est une sage décision et non une inquiétude inutile. Mes chers auditeurs, les épices elles-mêmes ne sont pas fautives. Seule une mauvaise utilisation peut affaiblir silencieusement les reins. Je conseille souvent aux personnes âgées de prendre un moment pour rouvrir leur placard à épices et de se demander: cette épice a-t-elle une origine claire? Y a-t-il une date de péremption? La couleur est-elle anormale? La composition mentionne-t-elle des codes comme E102, E110 ou des phosphates inorganiques, et quelle quantité en utilise-je chaque jour? En répondant simplement à ces questions, vous aurez parcouru la moitié du chemin pour protéger vos reins. Et si vous me suivez toujours jusqu'ici, je vous invite à laisser le chiffre 8 dans la section des commentaires. C'est un moyen pour moi de savoir que vous avez trouvé ces informations intéressantes et utiles. Conclusion. Mes chers auditeurs, protéger ses reins ne signifie pas manger de manière austère ou insipide. Dans la pratique de la prise en charge de la santé des personnes âgées, je constate qu'il suffit de choisir les bonnes épices, de les utiliser à la bonne dose et au bon moment pour que le corps s'ajuste considérablement.
Lorsque les épices sont utilisées de manière appropriée, la créatinine a tendance à se stabiliser, les reins sont moins sollicités et ont l'occasion de se reposer et de récupérer peu à peu. Ces changements, bien que minimes, ont un impact profond sur la santé à long terme. Je vous encourage à commencer par des choses très simples dans votre cuisine quotidienne. Par exemple, réduisez le sel, limitez progressivement le glutamate monosodique et les bouillons cubes industriels, et remplacez-les par de l'échalote écrasée, quelques tranches de gingembre frais, un peu d'ail ou du curcuma frais utilisé avec modération. Après seulement 1 à 2 semaines, de nombreuses personnes ont clairement ressenti un corps plus léger, des mictions plus régulières, moins de mictions nocturnes, des membres moins lourds et surtout un sommeil plus profond. Ce n'est pas un miracle, mais la réaction naturelle du corps lorsque les reins n'ont plus à lutter pour filtrer trop de stimulants et d'excès de sodium. Mes chers auditeurs, je comprends que lorsque l'on apprend que l'on a des reins fragiles ou une créatinine élevée, beaucoup de gens s'inquiètent au point de ne plus bien manger ni dormir. Certains s'inquiètent tellement qu'ils souffrent d'insomnie chronique, d'autres se précipitent pour trouver toutes sortes de médicaments et de compléments alimentaires dans l'espoir d'une amélioration rapide. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le chemin le plus doux et le plus durable commence directement dans la cuisine, à partir de repas qui semblent si familiers. C'est la façon d'assaisonner chaque jour qui détermine si les reins se reposent ou continuent de s'épuiser. Une petite gousse de gingembre, une cuillère d'échalote hachée, quelques tranches de curcuma frais, si elles sont utilisées correctement, régulièrement et sans abus, sont comme des remèdes naturels qui aident à réchauffer la rate et l'estomac, soutiennent la circulation et réduisent la charge de filtration des reins. A l'inverse, des habitudes d'assaisonnement apparemment inoffensives, comme l'utilisation excessive de glutamate monosodique, de poivre moulu, de sauces industrielles, sont précisément les destructeurs silencieux qui font augmenter progressivement le taux de créatinine au fil du temps, affaiblissant les reins sans que la personne concernée ne s'en aperçoive. Je sais que changer les habitudes alimentaires n'est pas facile, surtout celles qui vous suivent depuis des décennies. Mais, mes chers auditeurs, la santé est quelque chose qui ne peut être racheté une fois perdu. Si aujourd'hui vous choisissez d'ajouter une épice saine et de réduire une épice nocive, c'est déjà un pas très important pour protéger vos reins et préserver votre qualité de vie à l'avenir. Si vous trouvez ces informations réellement utiles, veuillez vous abonner à ma chaîne afin que je puisse continuer à vous accompagner en vous fournissant des connaissances médicales simples, pratiques et accessibles, adaptées aux personnes d'âge moyen et âgées. Et si vous avez des proches ou des amis qui souffrent de nicturie fréquente, de fatigue, de gonflement des mains et des pieds en raison de reins fragiles, veuillez partager ce contenu avec eux. Parfois, un simple rappel au bon moment peut aider une personne à changer sa façon de prendre soin de sa santé. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouveaux conseils pour une vie saine et équilibrée.